parmi les particularités de cet exercice 2021 qui a été encore quand même perturbé par le Covid. Donc, il y a eu une baisse. Yes. Donc, du coup, je reprends mon fil. Je disais que donc l'exercice 2021 a été particulièrement impacté encore par le Covid, et ce qui a entraîné une baisse des dépenses de fonctionnement, notamment le guide touristique avait été édité dans un premier temps sans l'intégration de toute la partie restauration, puisqu'une partie de l'année, les restaurants étaient encore fortement impactés. Donc, il y a eu un premier guide qui a été fait sans le guide touristique, qui a été fait sans les restaurants. Et il y a eu ensuite un guide spécifique dédié à la restauration qui, lui, avait été réalisé en interne. Donc là, il y a eu une baisse de dépenses de fonctionnement liée à cette dépense réduite. De la même manière, sur le chapitre 012, sur les dépenses de personnel, comme l'office a été fermé une partie de l'année aussi, le recrutement des saisonniers qui se fait habituellement s'est fait beaucoup plus tardivement. Donc là aussi, nécessairement, il y a eu une baisse du dépense sur le poste personnel. Qu'est-ce qu'on peut noter encore de particulier sur le chapitre 77 en recettes, on voit qu'il y avait une recette exceptionnelle de un peu plus de 35 000 € qui correspondait aux actifs de l'ancien office communautaire sous statut associatif. Donc, c'était la dévolution de l'actif. Voilà les principales caractéristiques de l'exercice 2021. Si on compare avec le budget primitif 2022, l'un des premiers points de comparaison qui n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous, c'est l'augmentation de la subvention de fonctionnement de l'agglomération à l'office, mais qui en réalité est une écriture comptable, puisqu'auparavant, l'office finançait les loyers, les baux commerciaux qui étaient afférents à 2 BIT, Pont-Aven et Rospordin de tête, et que pour des raisons de sincérité budgétaire, les baux ont été transférés de l'agglomération directement à l'office, et de fait, la subvention a été compensée, enfin les dépenses ont été compensées par une hausse de la subvention qui de toute façon était déjà versée sans apparaître dans les comptes auparavant. Donc ça, c'est un aspect aussi important. Donc le budget 2022, lui, il est en hausse par rapport à celui de 2021, puisqu'il s'équilibrera. En principe, on verra à la fin de l'exercice à 867 620 €, dont 852 595 en fonctionnement et un peu plus de 15 000 € en dépenses d'investissement. Ces dépenses d'investissement, ce sont une tablette avec un logiciel de randonnée pour un BIT, et puis également du renouvellement de mobilier divers et variés qui permet de mettre à jour les BIT. Et à côté de ça aussi, les dépenses de fonctionnement afférentes au personnel sont prévues à la hausse, puisqu'on espère, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, que le Covid va un peu se calmer et que le fonctionnement des BIT ne soit pas perturbé, et donc il y aura un recrutement normal cette année des personnels saisonniers affectés aux offices. Donc voilà, dans les grandes lignes, les grandes masses de ce budget et donc du compte administratif 2021. Voilà, après, s'il y a des questions sur des points particuliers, je laisse la parole. S'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On enchaîne sur donc la cession d'un lot du parc d'activité de la Boissière à la société Glénan Concept Car. Michel. Oui, c'est le lot numéro 4 de la Boissière qu'il est proposé de céder à l'entreprise Glénan Concept Car, qui est implantée déjà à Concarneau, juste en face de l'hôtel communautaire, de l'autre côté de la RD. Il y avait déjà eu un opérateur intéressé pour ce lot qui s'est désisté au final, ce qui fait bien les affaires de la SAS Glénan Concept Car, qui ne trouvait pas de locaux adaptés sur Concarneau. Actuellement, ils sont locataires dans leur bâtiment, donc qui trouveront sans doute un autre usage avec leurs propriétaires. Et donc, l'entreprise avait une volonté de rester sur Concarneau. C'était sa priorité et il n'y avait pas de terrain disponible. Celui-là s'est retrouvé disponible par le désistement de Transwest. Donc, SAS Glénan Concept Car, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est
de l'aménagement de vannes et de camping-cars. Donc, c'est une entreprise qui se développe bien, puisque je ne suis pas spécialiste du camping-car, mais dans le milieu des camping-caristes, manifestement, cette entreprise a une renommée nationale et elle compte à peu près une vingtaine de salariés. La particularité de ce lot, qui est assez grand, qui fait un peu plus de 20 000 m², c'est qu'il y a des servitudes, des bandes non edificandi, comme on dit, on ne peut pas construire, liées à la présence de voies de circulation à côté. Donc, sur les 20 000 euros, sur les 20 000 m², il n'y en a qu'un peu plus de 8 500, un peu moins de 8 500 qui sont vraiment constructibles. Et donc, l'entreprise a aussi fait une esquisse que vous avez dans le document, sur lequel elle souhaite donc édifier un bâtiment de 4 000 m² avec un R1 pour y mettre ses ateliers, bureaux et sans doute showroom, plus les stationnements nécessaires à ses salariés ou à ses visiteurs. Et donc, il y aura forcément, vous faites le delta entre 20 000 et 8 000. Tout le reste devra être aménagé en espace paysager. Et donc, le prix de vente est estimé à 30 € hors taxe du mètre carré, avec l'estimation des domaines, et ce qui ferait, sous réserve d'un bornage définitif, un prix de 624 540 €. Bien, merci Michel. Avez-vous des questions, remarques? Oui, Nathalie Renaud. C'est une petite question qui sous forme de rappel, puisque je pense qu'on l'a déjà posée, mais de quelle manière est fixé le prix au mètre carré et est-ce que c'était le même lors de la précédente session? Est-ce que le prix a évolué en fait? De la précédente session par rapport à Transwest, vous voulez dire? Par rapport à l'entreprise Transwest qui était, je pense que c'est le même prix. On parle de l'évaluation domaniale en général. On avait aussi regardé, puisqu'il y a eu la question qui avait été posée, quelle était la gamme de prix par rapport à des collectivités voisines, que ce soit Quimperlé ou ailleurs, Quimper, Fouesnant, dans la Cornouaille, et on est dans les mêmes ordres de prix. Donc, en général, c'est les domaines qui fixent le prix, et c'est à partir de ça que la négociation se fait. Il y a une marge de négociation à 10 ou de 10% qui est prévue par les textes. Là, on propose au prix des domaines sans négociation. Voilà. Thomas Lebon. Oui, on a déjà répété à plusieurs reprises notre attachement à la sobriété foncière sur l'agglomération. Donc, on s'était opposé à l'aménagement de la zone de la Boissière. Donc, à ce titre, on s'abstiendra aussi sur cette délibération. En second lieu, on aimerait, on l'a déjà évoqué, qu'il y a aussi une réflexion peut-être collective sur le type d'entreprise qu'on souhaite accueillir sur l'agglomération, compte tenu de la pression foncière. En fait, on peut peut-être aussi avoir une réflexion sur l'économie qu'on veut pour notre agglomération. Et cette réflexion n'a pas encore été développée. D'autres remarques? Questions? Non? Michel? Sur le choix des entreprises, il y a un comité d'agrément. Au départ, le comité d'agrément avait une composition fixe. Et maintenant, ce qu'on souhaite faire depuis quelques années déjà, c'est que selon la commune où le lot est commercialisé, que ce soit aussi des représentants de la commune qui donnent aussi leur avis, et pas uniquement des élus pas concernés directement. Donc là, il y a eu un comité d'agrément qui s'est réuni, qui a regardé. Il n'y avait pas d'autres projets forcément sur cette zone. Après, cette entreprise, elle est déjà présente sur le territoire, donc ce n'est pas vraiment un accueil, c'est plus un maintien. Donc, si on lui dit non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part je ne sais où, avec ses 20 salariés. Donc, voilà, le choix du comité d'agrément et de la commission, ça a été d'accueillir favorablement cette demande d'acquisition. Merci Michel. S'il n'y a pas d'autres remarques, questions, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Des avis contraires? Merci. On enchaîne sur la demande de remise gracieuse suite à une fuite d'eau sur le branchement agricole. Sur un branchement agricole, Guy Pagnard. Oui, donc un cas un peu particulier qui vient jusqu'au conseil communautaire. Donc des cas de fuite sur des canalisations privées, donc après compteur public, appartenant à des professionnels, notamment agriculteurs ou collectivités. Nos collectivités sont souvent concernées, où ces fuites sont parfois constatées.
Pour ces usagers qui ne sont pas des particuliers, qu'on appelle non domestiques, la loi Warsmann, qui permet sous certaines conditions des dégrèvements quasiment automatiques, ne s'applique pas. Donc, il n'y a pas d'obligation réglementaire à faire des dégrèvements, mais des remises gracieuses sont possibles. Et là, donc, on a un cas particulier, un peu complexe, que je vais essayer de vous décrire déjà clairement. Donc, il s'agit en l'occurrence d'une exploitation agricole, le GAEC de Gorecker à Saint-Yvi. CCA a émis une facture de consommation d'eau potable le 23 août 2021 d'un montant de 17 299 € pour une consommation de 10 107 mètres cubes. C'est beaucoup, et surtout c'est très supérieur à ce qui était historiquement consommé sur ce compteur. Alors juste pour préciser ce qu'on entend par compteur au champ, en fait c'est un compteur d'eau qui amène de l'eau à 2 km du siège de l'exploitation agricole. En fait. Donc l'eau ne vient pas du siège de l'exploitation, comme c'est le plus souvent le cas, mais elle vient donc d'un compteur de la conduite publique et d'un compteur qui est à 2 km. Et donc un compteur sur lequel l'agriculteur ne va pas de manière très très régulière et qui a vocation à amener de l'eau pour abreuver les animaux lorsqu'ils sont au pâturage. Donc c'est à 2 km du siège d'exploitation. Donc un courrier de grosse consommation a été émis en amont de la facturation, donc en date du 27 juillet 2020. Donc là c'est bien le service de CCA qui a réussi à accéder au compteur concerné, le compteur de champ, qui n'avait pas été relevé depuis 2018. Donc ça faisait effectivement 3 ans et demi. Il a pu y accéder. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'avait pas été le cas pendant 3 ans et demi. Donc un courrier de grosse consommation qui avertit tout de suite l'usager qu'il semble y avoir une grosse consommation et donc un problème, a été adressé le 27 juillet. Pas de réponse et pas de réaction en tout cas de l'exploitant jusqu'à la facture du 23 août. Donc par courrier reçu le 25 janvier 2022, le GAEC de Gorecker indique que cette fuite était invisible. C'est donc une fuite sur conduite privée, mais qui passait quand même sous la route publique, voilà, sur un tronçon de route publique. Donc il indique que cette fuite était invisible, que le compteur, effectivement, n'avait pas été relevé depuis 4 ans, ce compteur étant en fait devenu inaccessible depuis 2017 ou 2018, parce qu'il était situé sur une propriété privée qui a été clôturée en 2017-2018. Et donc le compteur est resté à l'intérieur de la propriété, évidemment, mais surtout à l'intérieur de la clôture. Ce qui fait que le service de relèvement de CCA n'était pas intervenu depuis la prise de compétence en 2018. Donc l'exploitant dit moi je n'avais pas reçu de facture depuis cette époque-là. Donc le GAEC demande une remise gracieuse d'au moins la moitié de la facture émise par CCA et un étalement sur 3 ans du reste de la facture. Alors considérant les éléments suivants. Donc, le volume de fuite est réel et n'est pas constaté par l'abonné. Donc, on arrive à 10 000 mètres cubes. L'abonné est donc redevable de cette somme conformément au règlement de service et ne peut bénéficier de par son statut de non domestique d'un dégrèvement de type Warsmann. Un échelonnement des paiements peut effectivement être négocié avec le Trésor public appuyé par CCA. Le service eau et assainissement de CCA aurait effectivement dû, selon le règlement de service, suite à l'impossibilité répétée de relève donc pendant 3 ans et demi, imposer une demande de rendez-vous sur site pour accéder au compteur, qui était donc chez un propriétaire différent de l'usager, et potentiellement identifier un volume de consommation important et surtout plus tôt. L'abonné a également fait preuve de négligence en ne renvoyant pas ses autorelèves pendant plusieurs années, en ne réagissant pas à l'absence de facturation alors qu'il utilisait en toute connaissance cette eau, en ne réparant pas immédiatement la fuite, en l'occurrence entre la fin du mois de juillet et la fin du mois d'août, et en ne remplaçant pas cette canalisation. Alors c'est une canalisation privée au champ, donc en fait on parle d'un gros tuyau plastique qui avait un certain âge et qui était connu fuyarde depuis 2017 puisqu'il y avait déjà eu un dégrèvement accordé par la commune de Saint-Yvi à cette époque-là. Donc l'exploitant savait qu'il utilisait de l'eau, qu'il n'avait pas eu de facture et potentiellement que sa canalisation était fragile.
Donc, suite à différents échanges, à une visite sur site, effectivement, l'exploitant a pris un conseil, a fait plusieurs choses. D'abord, il a installé un surpresseur au niveau de son siège d'exploitation et donc dorénavant, l'eau qui arrive au champ arrive depuis son siège d'exploitation où il surveille les compteurs. Donc, le compteur dont on est en train de parler de là a été désaffecté et fermé, donc il n'y aura plus de soucis à venir. Il a pris un conseil juridique, on a discuté ensemble et on considère, enfin la proposition qui est faite et qui est passée au conseil d'exploitation dans un premier temps, c'est en fait de trouver un accord amiable puisque les torts nous semblent partagés. Et il est proposé donc d'accorder dans ce cas précis une remise gracieuse exceptionnelle de 50% afin globalement de s'éviter une procédure juridique qui est toujours un peu longue et aléatoire. Et compte tenu du fait qu'il y a effectivement des erreurs qui ont été commises des deux côtés, aussi bien du côté du service que du côté de l'exploitant. Et on pourrait même dire que peut-être que le propriétaire aurait dû nous prévenir qu'il avait clos et qu'on ne pouvait plus accéder au truc. Voilà, en tout cas, c'est entre CCA et l'usager en particulier. Donc voilà, j'espère que le cas est suffisamment précis, sinon j'y reviendrai. Donc, il y a eu des avis favorables du conseil d'exploitation le 23 février, du bureau communautaire avec 4 abstentions le 3 mai. Et donc, la proposition, c'est d'accepter cette demande de remise gracieuse de 50% sur la facture de 17 299 €, d'approuver la demande d'étalement sur 3 ans de la facture récente auprès du Trésor public et d'autoriser le président à signer tous les documents. Merci Guy. Avez-vous des questions? Je pense que c'était très précis. Personnellement, mais il y a une question en visio. Michel Courten? Je n'ai pas de questions, mais je me suis abstenu effectivement au bureau communautaire. J'ai beaucoup de mal avec la notion de compteur inaccessible et je ne suis pas sûr que les torts soient vraiment partagés dans cette opération. Alors, c'est sûr que c'est une somme relativement importante, très importante même, mais je crois qu'il y a des situations quelquefois qui sont aussi importantes à voir, notamment, j'ai en tête justement une personne retraitée qui aura à payer 900 €. Je pense que la difficulté est aussi au moins importante pour elle. Voilà, donc il se trouve que les deux histoires sont concomitantes et je m'abstiendrai donc pour cette raison. D'autres interventions? Oui. Christian? Bien, écoutez, moi je m'abstiendrai également, plus pour une question de principe. Je pense qu'à un moment donné, quand depuis 4 ans, il n'y a pas de relevé, il faut quand même que l'administration, enfin le service en tous les cas, effectue des relevés régulièrement pour ne pas arriver à des situations semblables. Après, j'ai bien compris que la personne était d'accord pour cet arrangement, qui aurait été probablement la conclusion du tribunal administratif. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt une question de principe. On sait que les services parfois abusent par rapport à des consommateurs parce qu'il y a toujours un système d'arrangement où il y a une co-responsabilité et parfois l'administration est aussi, ou le service est aussi engagé dans un devoir auprès des consommateurs. Et je pense que là, au bout de 4 ans, le devoir n'est pas tout à fait au rendez-vous. Voilà, donc je le ferai par principe. Julie Dupuis? Oui, deux questions liées. Est-ce qu'on a connaissance d'autres situations, enfin de situations similaires, et est-ce que le service des eaux de l'agglomération est suffisamment doté en moyens humains pour avoir un suivi, justement pour éviter que ce genre de situation se reproduise? Alors, est-ce qu'il y a des cas similaires? Alors, similaires, non, parce que là, vous voyez bien qu'on est quand même dans une configuration très particulière, un compteur au champ qui se retrouve dans une propriété privée différente de l'abonné. Donc, non, des situations similaires, non. Par contre, des situations de fuite après compteur privé dans des exploitations agricoles ou, je le redis, dans des bâtiments qui appartiennent à nos collectivités, oui, on en a régulièrement, pour des volumes souvent assez conséquents. Oui, on en a. J'ai demandé au service que dorénavant, on essaie de faire un bilan un peu plus précis et consolidé de ces différents types de fuites, alors aussi bien chez les particuliers qui bénéficient de Warsman
que chez les professionnels ou collectivités qui n'en bénéficient pas, pour qu'on se rende compte un petit peu mieux de ce que ça représente en termes de volume d'eau, pas seulement en termes d'euros, mais aussi en termes de volume d'eau. Donc, ça sera dans le cadre du futur schéma directeur et dans le cadre de l'Observatoire de l'eau qu'on va mettre en place. On aura des éléments plus précis là-dessus. Ensuite, est-ce que c'est un problème de moyens humains pour le relèvement? Non, clairement pas, parce que tous les autres compteurs, alors on doit avoir un peu plus de 30 000 compteurs sur l'ensemble des 9 communes de CCA, mais elles ne sont pas toutes en régie. Donc il n'y a pas de problème de relèvement. À la base, ce qui s'est passé, parce que moi aussi j'étais très étonné qu'il n'y ait pas eu de relève, c'est qu'il y a eu en plus un problème informatique. Je reprends ma note de fin de l'année dernière. En fait, l'historique de consommation transférée de la base de la commune de Saint-Yvi à CCA en 2018 indiquait par erreur des consommations nulles entre 2015 et 2017. Donc en plus, lorsqu'il y a eu le transfert des bases de données, il y a eu ça en plus. Et donc de ce fait, l'agent de relève ne s'est pas inquiété outre mesure d'une absence de relève depuis 3 campagnes, puisque voilà, sur sa base de données de départ, il avait une consommation qui était nulle. Il n'avait pas connaissance qu'il y avait eu effectivement une fuite et un dégrèvement en 2017 à Saint-Yves. Donc voilà, le compteur semblait ne pas tourner, et en plus il n'était pas accessible parce qu'il aurait fallu contacter le propriétaire et lui imposer un rendez-vous pour venir voir le compteur. Donc voilà, c'est pour ça que le relevé n'a pas été fait. En général, ce n'est pas une question de temps, ni une question de moyens humains. Ce n'était pas pour un compteur de plus ou de moins. Merci Guy. D'autres interventions? Sinon, on passe au vote. Donc, je vous rappelle, Guy l'a bien précisé, au Conseil de l'exploitation eau et assainissement, il y a eu un avis favorable à l'unanimité et effectivement, au bureau communautaire, 4 abstentions. Donc, y a-t-il des abstentions? Alors, oui. 3, 4, 5, 6, 7 en présentiel. Oui. Et en distanciel, Fabien Caron. Oui. Donc, 8. Et Michel Cotten. Donc, 9. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Je vous remercie. Nous passons maintenant au 5e point. Donc, il s'agit de l'avenant à la convention de partenariat pour le renouvellement urbain du quartier de Quérandon. Et donc, c'est René qui nous présente cette délibération. René Le Baron. Bonsoir. Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain du contrat de ville pour le quartier de Quérandon prévoit la réalisation d'une étude urbaine sur un périmètre élargi. Cette étude a vocation à donner une vision globale et cohérente des aménagements réalisés sur Quérandon dans le cadre d'une 3e tranche de travaux et sur le quartier périphérique, reconstruction des logements déconstruits et liaisons douces. Concernant la méthodologie, une consultation a été lancée sur la base d'un cahier des charges validé par un comité technique composé de Finistère Habitat, la ville de Concarneau et CCA. 3 offres ont été reçues et ont été analysées par ce comité technique. La commission des marchés de Finistère Habitat s'est réunie le 8 avril pour désigner le candidat retenu. Concernant les missions du prestataire, l'étude a pour objet de faire un état de la situation actuelle et de proposer plusieurs scénarios afin de faciliter la prise de décision en matière d'habitat, diversification privé-sociale, convention de logement public, potentiel de densification foncier constructible, après les équipements, les commerces, les services et les activités type espace de jeu. Liaison entre les quartiers et le patrimoine. Donc, il y a le bois de Quérandon et la cascade, les transports, réseau de bus, gestion du stationnement lié aux équipements publics et des résidents et celui lié au tourisme avec parking relais. Pour le financement, le coût de l'étude est de 110 925 € hors taxes, répartis entre la ville de Concarneau et Finistère Habitat. Au titre de son PLH 2014-2022, CCA apporterait une subvention de 20 000 € à Finistère Habitat. Et pour l'intégration de cette étude dans la convention de partenariat, le programme de renouvellement urbain du quartier de Quérandon fait l'objet d'une convention de
partenariat associant Finistère Habitat, le département, la ville de Concarneau et CCA. Aussi, il est proposé de signer un avenant à la Convention 2019-2022 pour y intégrer les modalités de réalisation de l'étude urbaine et prolonger la durée de la Convention jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant l'avis favorable de la Commission Cohésion sociale, santé, politique de la ville, participation citoyenne et habitat, réunie le 31 mars 2022, le prochain conseil, c'est-à-dire aujourd'hui, est invité à approuver l'avenant à la Convention de restructuration urbaine de Quérandon, si annexé, et autoriser M. le Président à signer l'avenant afférent ainsi que tout document en relation avec cette affaire. Merci René. Donc, vous avez toutes les conventions en annexe. Avez-vous des questions, remarques? Julie Dupuis et ensuite Nathalie Renaud. Oui, moi, c'est un sujet qu'on a abordé assez récemment à Concarneau. Sur la question de la concertation, afin de dire que nous pensons qu'il y a une vigilance à avoir sur une nécessaire concertation très adaptée au quartier, à sa sociologie, afin d'éviter de proposer des rencontres, animations ou autres, où il risquerait d'y avoir assez peu de monde au final. C'est ce qu'on pourrait craindre. Et en l'absence d'un conseil citoyen, effectivement, il semble nécessaire, afin d'avoir une concertation vraiment adaptée et de pouvoir recueillir en fait les besoins de la population, de proposer des outils, de s'adapter aussi aux différents types de publics, voilà, puisqu'on sait qu'il y a également une diversité en matière d'âge, mais aussi en matière de situation sociale, de handicap, d'âge, qu'il nous semble important d'avoir en tête. Oui, ben, de toute façon, ça fait partie des prestations qu'auront à réaliser le bureau d'études. Donc, moi, je pense que le travail sera à faire aussi avec les services de la ville et ainsi qu'avec Finistère Habitat. D'ailleurs, Finistère Habitat a l'habitude quand même sur le quartier de Quérandon de bien travailler avec les citoyens. Merci, merci René. Nathalie Renaud. Alors, on est déjà intervenu sur le sujet, hein, que ce soit à CCA ou au conseil municipal mardi dernier. Donc, en amont en fait, de ce projet, on s'est été étonné, hein, que la ville de Concarneau se laisse en quelque sorte déposséder de ce projet, parce qu'au vu du périmètre géographique que cela concerne, j'avais évoqué cette question ici en disant que je trouvais ça restreint de confier en fait ce projet à un bailleur social. Et on m'avait soi-disant rassuré en me disant que les objectifs étaient beaucoup plus vastes. Or, quand je regarde la composition, notamment du comité de pilotage, effectivement, je trouve des élus à l'urbanisme et aux affaires sociales, à peu près de toutes les structures, hein, qu'il s'agisse de la ville de Concarneau ou du département, alors même que sur ce périmètre, je pense que la ville aurait pu avoir des projets en fait, d'équipement autre que la construction de logements sociaux. Mais vous allez certainement me dire encore que c'est possible et qu'il y en aura certainement, mais j'attends vraiment le résultat. Et je pense effectivement que si la ville de Concarneau avait conservé la maîtrise d'ouvrage de ce projet, elle aurait pu notamment y associer, et là je ne les vois pas dans les comités, un certain nombre d'associations qui interviennent beaucoup sur le secteur de Quérandon et qui, au même titre, au moins au même titre que Finistère Habitat, ont aussi une très bonne connaissance des problématiques de ce quartier et de ses habitants en fait. Voilà, donc à ce titre, évidemment, dans la suite logique de tout ce qu'on a fait, on s'abstiendra sur la question. Toujours est-il que je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau du conseil municipal de Concarneau, mais pour CCA, une grande partie, c'est quand même de pouvoir aider au niveau du PLH
d'aider cette action. On ne va pas refaire le conseil municipal de Concarneau, sachant que sur ce point-là, on a eu l'occasion, Madame Renaud, d'échanger lors de plusieurs conseils. Je ne pense pas que la ville soit dépossédée. Je reviens sur le fait qu'il y aurait pu avoir en fait 2 études sur le même secteur, sur des secteurs proches. Et personnellement, je considérais que c'était dans un souci de cohérence qu'il y ait une étude globale. Sur la consultation, c'est vrai qu'on en a parlé aussi avant-hier soir. Le document fourni par le bureau d'études, l'architecte et ses associés, alors, il n'est peut-être pas complet, mais il ouvre pas mal de perspectives et pour moi, je trouve qu'il est assez rassurant. Je ne pense pas que les associations, j'imagine pas, mais je sais déjà que les associations qui œuvrent sur le secteur ne seront certainement pas écartées de cette consultation. Quant à, effectivement, la ville dispose de fonciers importants sur le secteur. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis encore une nouvelle fois ce soir. Ce n'est pas spécifiquement pour y faire des logements et les réflexions en parallèle engagées dans le cadre de notre révision générale du PLU le confirmeront. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'autres interventions? Non. Donc, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Donc, 2 abstentions. En distanciel, voilà. Des oppositions? Je vous remercie. Et là, donc, on enchaîne sur l'avenant à la convention d'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties du quartier de Quérandon. C'est Catherine Esvan qui nous présente cette délibération. Merci. Donc, on ne bouge pas de quartier. On reste dans le quartier de Quérandon. Donc là, il s'agit... le quartier de Quérandon fait l'objet d'un contrat de ville et à ce titre, l'organisme HLM propriétaire des logements bénéficie d'un abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties. Donc, Finistère Habitat, ce sont un peu plus de 600 logements sur le quartier. Cet abattement est prévu par la loi de finances. Il est accordé en raison du surcoût constaté sur les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Un cadre national fixe la liste des dépenses éligibles à l'abattement. Alors, en annexe, page 151, vous avez un récapitulatif de toutes les actions qui ont été menées depuis 2017 grâce à l'abattement de la taxe foncière. Donc, toutes ces actions sont liées notamment avec le renforcement de la présence du personnel de proximité. Donc là, il s'agit d'un agent qui est place des idées, et qui, par exemple, fait des permanences même jusqu'à 20 heures 2 fois par semaine, au surentretien du quartier, parce que c'est vrai que c'est un quartier où il faut être très vigilant sur les dégradations et ne pas laisser s'installer des voitures ventouses, des épaves, des dépôts qui ne sont pas forcément liés aux habitants du quartier, il faut bien le préciser. Ça peut être aussi des habitants d'autres quartiers qui viennent et qui profitent en fait de ce dit quartier politique de la ville pour y déposer leurs déchets. Donc en plus de toutes ces actions, alors c'est vrai que là je suis pas intervenue sur la précédente délibération, mais c'est vrai qu'il y a un quartier, avec les habitants, un conseil citoyen, merci. Mais alors, c'est pas facile, c'est pas simple, et le Covid n'a pas arrangé la situation, et on avait on va dire des bénévoles qui ont eu, comme dans beaucoup de nos associations, qui ont eu du mal à repartir, et c'est vrai que c'est un axe qu'il faudra, favoriser. En tout cas, c'est un axe qu'il ne faut surtout pas oublier.
Donc, cette convention pour l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière a été signée par l'État, la ville de Concarneau, Finistère Habitat et CCA pour la période de 2017-2022. Et il faut savoir que les contrats de ville sont prolongés jusqu'en 2023. Donc, ce soir, donc, ça concerne un avenant à cette convention d'abattement qui est donc prolongée jusqu'en 2023, jusqu'à la fin du contrat de ville qui, nous l'espérons, sera renouvelé. Donc là, on est en plein aussi évaluation du contrat de ville. Donc, cet abattement pour Finistère Habitat est d'environ 100 000 € par an. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Catherine. Avez-vous des remarques, interventions? Elisabeth Janvier. Nous nous étonnons que l'entretien des espaces verts collectifs soit intégré dans le budget de l'abattement, alors qu'il n'y a rien sur la concertation. Sur la ligne concertation, il n'y a rien de prévu, alors qu'on disait l'importance de la concertation avec les habitants. Dans le tableau, page 151, il y a des actions. Actions d'accompagnement contre la précarité énergétique, concertation, sensibilisation des locataires, sensibilisation. Oui. Alors, c'est peut-être pas. Enfin, en tout cas, il y a des actions avec par exemple, la CLCV fait des ateliers avec leur place des idées, notamment. Après, c'est vrai que l'agent qui est là aussi pour animer le quartier. Ce sont des actions, on va dire, peut-être qui ne sont pas notifiées précisément, mais... Est-ce qu'il est normal que l'entretien des espaces verts soit intégré dans ce budget? Je n'ai pas la réponse. Alors, en tout cas, la concertation, c'est vrai que ce n'est pas forcément Finistère Habitat qui mène la concertation, donc c'est Mohamed qui est donc agent communautaire. Donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas effectivement dans ces lignes, mais l'accompagnement, il se fait par notre agent. Et je pense pouvoir dire que bon, voilà, il est proche des habitants. On l'a vu d'ailleurs durant le Covid, où il a vraiment œuvré pour aussi faire en sorte de pouvoir mettre à disposition des ordinateurs, etc. Mais en fait, c'est vrai que là, ça n'apparaît pas parce que ça, c'est CCA qui s'en occupe, quoi. Après, pour les espaces verts, alors je ne sais pas si... Peut-être une... Oui, non, je suis désolé, je ne pourrais pas vous apporter de précision. C'est le propriétaire des logements qui gère le... Finistère Habitat qui gère l'entretien des espaces verts. Oui, mais là, on est bien sur la politique de la ville, quartier prioritaire. On entretient les espaces verts partout. Enfin, oui, mais les espaces verts appartiennent à Finistère Habitat. Oui, donc, ça ne fait pas partie d'une action dans le cadre du quartier prioritaire. Avoir des espaces verts entretenus, ça me paraît être important. On est bien sur l'abattement de la taxe foncière, donc après c'est lié aussi à tout ce contexte-là en fait. Oui, mais il est bien clair que ce doit être des actions qui sont liées au fait que c'est un quartier prioritaire. Non, je dis ça d'autant plus qu'on voit bien la difficulté du Conseil citoyen à fonctionner, donc il pourrait peut-être y avoir des moyens supplémentaires qui soient mis pour aider les habitants à s'organiser et pouvoir notamment mettre en place la concertation dans le cadre de l'étude qui va être menée. Alors après, bien évidemment, il y a la concertation. Bon, on a le COPIL politique de la ville, où là aussi, on aborde voilà, tous les sujets liés au quartier prioritaire. Et puis, on accompagne aussi les associations, justement, qui avec des appels à projets, qui viennent sur le quartier. Donc, voilà, là-dessus, effectivement, il y a quand même un travail qui est mené avec plusieurs partenaires, avec CCA, la ville de Concarneau, les associations, la balise, le département, la balise, la préfecture. Voilà, donc il y a tout ça qui... On dévie un peu par rapport à l'abattement de la taxe foncière, mais voilà, en tout cas, en termes de concertation, il y a effectivement
Avec une association, avec l'association, il y a aussi des riverains, enfin des habitants. Samedi matin, il y a un parcours du cœur, donc évidemment que les habitants sont invités à venir aussi et ils sont associés à travers les associations, puisque les associations participent à l'organisation. On est bien sur l'abattement dont bénéficie Finistère Habitat, on n'est pas sur la question de la concertation. D'autres remarques? D'autres non? Donc, on revient sur effectivement l'avenant à la convention d'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties du quartier de Quérandon. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Des avis contraires? Je vous remercie. En parlant effectivement de Quérandon, tu l'as dit, Catherine, samedi, donc, il y a le parcours du cœur. Donc, je vous invite à venir samedi entre 9h et 14h à Quérandon. Il y aura de la marche, de la course à pied, une boucle de 2,5 km, une autre de 8 km. Et puis, il y aura aussi des ateliers de prévention contre le tabagisme. Il y aura la Fédération française de cardiologie. La Croix-Rouge sera également présente. Il y aura des clubs de sport, tout ce qui est lié justement à l'activité physique et sportive, avec notamment le label Sport Santé. Donc ça se passe à Quérandon et je vous invite vraiment à y venir. Je pense que ça fera du bien de se retrouver et de bouger tous ensemble. Voilà. Allez, on passe au 7e point, c'est la mise en place du tri à la source des biodéchets avec le plan d'action, et c'est Marc Bigot qui nous présente cette délibération. Merci Olivier. Alors, la généralisation du tri à la source des biodéchets est un objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, en vue de réduire les déchets produits et leur élimination. Avec l'adoption de la loi de lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, l'obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets est fixée pour tous au 31 décembre 2023, qui est une date finalement très, très proche. L'objectif de l'agglomération est de se préparer à cette obligation en mettant en place une solution innovante et adaptée pour permettre de mieux valoriser les biodéchets produits sur le territoire. Ainsi, une étude pour la mise en place du tri à la source, couplée à une réflexion d'optimisation destinée à maîtriser les coûts, a été lancée à l'été 2020 et sur ces dernières commissions développement durable a été associé notamment Valcor. Ça a fait l'objet d'au moins 3 réunions sur le sujet. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme. On n'entend pas bien? Mais il y a un problème de... C'est mieux là ou pas? Ouais, je l'approche dans ce cas-là. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un l'économie circulaire, le programme Territoire économe en ressources, soutenu par l'ADEME Bretagne, qui identifie la réduction et la valorisation de la biomasse comme axe prioritaire. Le dispositif proposé mêle une gestion des biodéchets en apport volontaire dans les secteurs les plus denses à un renforcement du compostage partagé et individuel sur le reste du territoire. Et ce point mérite d'être souligné parce que c'est un axe important de ce projet, de ce programme. Considérant l'objectif de réduction du volume des ordures ménagères résiduelles, un abaissement des fréquences de collecte des OMR d'octobre à mai sera également engagé, permettant de dégager les moyens humains et financiers à la gestion des biodéchets. Alors, je vais vous énumérer les moyens à déployer, donc moyens qui ont été établis, arrêtés après ces réunions de commission élargies. Des collectes en points d'apport volontaire, donc principalement dans les hypercentres, à Concarneau, Rospordin, Pont-Aven et Tréguin. Donc, ces points d'apport volontaire au nombre de 76. La mise en place de sites de compostage partagés, donc sur certains secteurs, on évoquait Quérandon à l'instant. Bien évidemment, ces secteurs de logements sociaux qui disposent de parcelles permettant de mettre en place ces pavillons de compostage pour ceux qui n'en ont pas, bien évidemment.
ce type de composteur sera mieux partagé, plus partagé sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, l'intensification du compostage individuel avec un objectif de 1800 composteurs à déployer. On a plus de 400 qui sont déployés annuellement. On est même proche de 450, je crois, sur l'exercice passé l'année dernière. La collecte en porte-à-porte est mise en place de bacs pour des gros producteurs, bien évidemment, ce qui est entreprises, camping, restaurateurs, et la création d'une équipe dédiée au suivi des sites de compostage. Bien évidemment, il ne s'agit pas de composter pour composter, mais encore faut-il bien composter. Et on voit qu'un minimum de formation s'impose, et avec quelques piqûres de rappel pour voir si bien évidemment tout fonctionne pour le mieux. Vous avez ensuite le coût de mise en place de l'ensemble du dispositif qui s'élève à plus d'1 million, qui est proche d'1,3 million. Le dispositif proposé permet de mettre en place une solution de tri à la source des biodéchets pour 100% des habitants, donc de l'agglomération, et de réduire de 50%, et c'est là que c'est important, les biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, donc conformément aux obligations réglementaires. Le financement est couvert par une demande de subvention à hauteur de 331 900 €. Vous avez le détail donc ça, auprès de l'ADEME. Le financement aussi avec une méthode, en espérant qu'elle fonctionne au mieux, tout le défi est là, permettra également de réduire sur une partie de l'année les collectes. Donc, on peut imaginer on imagine, et le bureau d'études qui nous suit imagine qu'on puisse réduire à une collecte tous les 15 jours. Donc, cela permettra bien évidemment d'économiser certains coûts. Et avec bien évidemment une période de rodage, on peut pas, on admettra tous que le 1er janvier 2024, qui sera la mise en œuvre réelle de cette obligation. Il y a toute une période d'adaptation, de changement d'habitude d'ailleurs, et donc il y aura faut bien admettre, et je crois que c'est sage de le faire, que bien évidemment il y aura cette période d'adaptation pour que le projet et les ambitions que nous avons fonctionnent au mieux. Alors en 2022, on prépare ces actions avec le bureau d'études qui nous accompagne. Donc il y a en parallèle aussi un travail avec Valcor qui est engagé sur les filières, les différentes filières de traitement de biodéchets. En 2023, l'idée, c'est d'accentuer le déploiement du compostage, quel que soit, que ce soit en site partagé ou en individuel, avec la localisation des sites partagés. Je le disais, il faut vraiment développer l'idée, les sites, ce n'est pas simple partout. Et en parallèle, pour que ça fonctionne au mieux, c'est la formation également des agents qui seront appelés à suivre, que ce soit en partagé ou en individuel, la bonne pratique du compostage chez chacun des foyers qui s'y engagera. Et en 2024, le déploiement de la collecte de points d'apport volontaires, donc auprès des gros producteurs, mais pas que, donc étape conditionnée à l'opérationnalité des solutions de traitement des biodéchets mises en place par Valcor. Bien évidemment, il y a entre les actions mises en place, il faut que cette filière biodéchets qui ne sera pas individuelle soit bien évidemment opérationnelle pour répondre aux obligations. En complément, il est également proposé le principe d'un plan de rattrapage du coût au litre d'ordures ménagères au titre de la redevance spéciale vers un coût équilibré au coût réel et l'étude d'une généralisation d'une collecte tous les 15 jours pour le tri sélectif. Alors,
C'est un projet important pour ce mandat. Il y a d'énormes défis derrière parce que ça change bien évidemment bon nombre d'habitudes. Il va falloir déployer beaucoup de pédagogie pour le mener à bien. On est dans le respect de réglementation, bien évidemment, mais avec une contrainte de temps et pour des changements d'habitude dans des temps relativement courts, en fait, ce n'est pas toujours facile à mener. Alors, considérant l'avis favorable de la Commission environnement, déchets, développement durable et transition réunie le 6 avril, et, donc cet avis favorable faisant suite à un certain nombre de réunions de travail partagées avec le bureau d'études et du bureau communautaire du 3 mai 2022, le Conseil communautaire est invité à approuver le plan d'action s'y annexé et son financement, autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès de l'ADEME et autoriser Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Marc pour cette présentation du plan d'action pour la mise en place du tri des biodéchets. Est-ce que vous avez des remarques, Morgane, Rescou, Andrieux? Oui, alors j'ai une question et un retour d'expérience plutôt. La question, c'est plus une fois que tout sera mis en place, que tout le monde fera bien son compost, qu'est-ce qui est prévu d'être fait avec ce compost, puisque ça reste quand même une matière intéressante à réutiliser. Ça, c'est la question. Et le retour d'expérience, alors c'est plus, j'ai regardé les bacs qui sont prévus là pour être distribués. Il y a quand même dans cette histoire de déchets, de biodéchets, une notion d'odeur. Et moi, je sais que l'usage qui m'a permis de passer au compost et permis justement parce que flemme un peu d'aller tous les jours déposer jusqu'au compost, même si c'est au fond du jardin, le bac. Moi, ce qui m'a permis de passer l'étape, c'était justement d'avoir des filtres en fait, à odeur. Et le fait d'avoir des filtres en fait, à l'intérieur de la maison sur les bacs, en fait, ça m'a évité d'aller tous les jours déposer jusqu'au compost. Et du coup, ça m'a facilité aussi la vie à mettre tout ça en biodéchets. Donc, la question derrière, en fait, c'est est-ce que dans les propositions, les préconisations qui sont faites, il y a ce travail-là qui a été fait pour que justement les personnes changent d'habitude, pour qu'on ait une meilleure adhésion aussi à l'utilisation de compost. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement des retours d'expérience à avoir comme le mien, ce n'est pas le seul, mais sur ce sujet-là. Voilà. En fait, qui dit odeur dit souvent mauvaise pratique. Et comme je l'indiquais, l'idée aussi est de former des agents à partir du moment où il y a une baisse des collectes, de former des agents qui actuellement font ces collectes à ces bonnes pratiques de compostage. Donc, pour alors il y a ceux qui le font, qui compostent déjà depuis des années chez eux, mais pour les nouveaux venants, c'est de les accompagner avec je ne vais pas dire une formation obligatoire, mais pratiquement, c'est-à-dire que d'avoir ces agents-là qui puissent, quand ils viennent récupérer quand ils viennent retirer des composteurs, ouais, qu'on puisse aussi rapidement leur inculquer de bonnes pratiques et de répondre à des demandes comme tu viens d'avoir là justement sur des problèmes d'odeur et autres pour ne pas décourager les uns et les autres à adopter ces bonnes méthodes. Après, oui, c'est ça. Il est prévu, vous l'avez vu dans le document, dans la note, ces composteurs seront offerts en fait, mais avec cette obligation d'accepter cette formation en parallèle, quoi. Après, sur le compostage industriel ou dans une unité de compostage, Guy pourra en parler mieux que moi. Après, les unités plus importantes sont équipées de systèmes et autres pour éviter les mauvaises odeurs qui pourraient en résulter, quoi. Et voilà, c'est vrai que aujourd'hui, ceux qui ont déjà des composteurs, je pense que voilà, ça ne changera pas grand-chose finalement. Il y a les composteurs. Michel nous avait parlé aussi on va dire du tas de fumier ou enfin voilà, au fond du jardin. C'est pas limitrophe, enfin pas en limite de propriété, Michel, mais
Mais voilà, déjà tout ça, ce sont des choses qui se font. Et donc, on parle de changement effectivement de comportement d'habitude. Mais déjà ici, j'espère qu'autour de la table ici, vous avez aussi votre composteur et que vous pratiquez déjà. En tout cas, si vous ne le faites pas, commencez dès maintenant. Comme ça, on pourra aussi montrer l'exemple. Et puis après, voilà, c'est toujours bon pour après planter nos salades, nos carottes, nos poireaux et puis mettre un petit peu dans les parterres pour les fleurs, quoi. Bon, voilà. Mais c'est un sujet quand même, c'est vrai, il va falloir qu'on communique énormément parce que, oui, il est possible que certains habitants aient du mal à comprendre cette démarche. Donc, il va falloir communiquer. Sur les composteurs partagés, pour préciser, pour répondre à ton interrogation aussi, j'étais hier avec Finistère Habitat sur les 2 sites, la ZAC des Sables Blancs et les HLM de l'Henriac. Sur les Sables Blancs, il y a un composteur qui ne marche pas d'une manière extraordinaire, il faut l'admettre. Il y a tout un travail il y a toute à la fois une réflexion, et je vais dire pourquoi, et des pratiques à retravailler aussi. Et sur les Sables Blancs, avec Finistère Habitat, ça avait déjà été un sujet dans d'autres instances, c'est de développer des jardins partagés. Donc avec bien évidemment des personnes du quartier ou autres qui seront des personnes référentes. On a situé l'endroit où pourraient être développés ces jardins. Je sais que, pour prendre cet exemple précis, Finistère Habitat va lancer une communication auprès des habitants des Sables Blancs là, pour voir si ça intéresse certains d'entre eux, si certains sont prêts à devenir référents. Et là, on peut imaginer que le compost qui sera produit sur place puisse justement servir sur ce type de jardin. Voilà. Et c'est tout ça qui va devoir se mettre en marche, mais d'une manière assez contrainte dans le temps. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un défi, mais c'est un défi aussi intéressant pour tout le monde. Et Olivier ? Alors, Olivier qui a demandé la parole? C'est Guy Pagnard. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait demandé avant moi, mais sinon... Non, c'est bon, vas-y. C'est bon. Oui, donc juste pour compléter l'ensemble de la démarche, donc effectivement, il y a la question du traitement de la partie des biodéchets qui seront collectés donc en porte-à-porte dans les centres-villes et chez les professionnels. Donc, on était lundi après-midi avec Marc et avec Daniel K de Quimperlé Communauté en comité de pilotage de l'appel à projet de l'ADEME concernant justement le traitement des biodéchets. Donc, on avait un comité de pilotage. On en a un autre, ça va très vite, le 31 mai, sachant qu'il faut qu'on remonte notre projet à l'ADEME pour le 7 juin. Ça devait être septembre et maintenant c'est devenu début juin, donc il faut aller assez vite. Donc bon, le bureau d'études a quand même bien avancé. J'en dirai pas trop sur le fond, mais il faut avoir conscience donc que du point de vue du traitement du déchet, si on est sélectionné par l'ADEME, il faudra normalement démarrer des travaux de traitement, c'est-à-dire en clair, on réfléchit à du compostage entre les biodéchets qui seront collectés et des déchets verts qui seraient broyés aussi, donc en mélange. Il faudrait en fait que l'on ait démarré les travaux avant la fin 2023, donc avant l'obligation réglementaire de la généralisation du tri à la source, et qu'on ait fini d'ici fin 2024. C'est ce qui nous a été dit lundi après-midi. Donc voilà, il va falloir pas perdre de temps et que les choses se calment bien si on va effectivement vers cette unité de co-compostage biodéchets et déchets verts, qui peut paraître importante si c'est 1000 tonnes à terme, 1000 tonnes collectées sur CCA et 750 tonnes sur Quimperlé Communauté, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup. Ça ferait 2400 tonnes
de matériaux à composter au total dans un bâtiment fermé avec traitement de l'air pour éviter les odeurs et tout ça. Et donc, ça représente des investissements dont on vous parlera, hein, mais qui seront vraisemblablement très importants. Et il faudra qu'on ait une discussion sur ça, effectivement, puisque c'est Valcor qui porterait, mais ce serait payé évidemment par les 2 EPCI dans le cadre du budget annexe déchetterie de CCR. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Merci Guy. S'il n'y a pas d'autres interventions, Yannick Célin. Moi, j'aurais une question, pas sur les biodéchets, mais sur les ordures ménagères résiduelles. Donc, il y aura moins de fréquence au niveau du ramassage. Maintenant, une très grande partie de la population est équipée de bacs individuels, a priori, à ma connaissance. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y aura un changement de ces bacs. Les familles les ont eus sur certains territoires il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Donc, c'est encore des bacs qui sont en bon état. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir un changement de ces bacs parce qu'il faudra qu'ils soient de capacité peut-être supérieure. Et donc, que vont devenir ces bacs plastiques-là? Est-ce qu'on va les brûler ou est-ce qu'on va les réutiliser? Voilà, on est sur un aspect environnemental d'un côté. Donc, voilà, comment est-ce qu'on gère la seconde vie de ces bacs? Alors déjà, effectivement, tu as raison d'indiquer qu'il y a eu une évolution dans les réflexes ou les gestes citoyens des uns des autres. C'est qu'on voit le bac jaune qui prend du volume, en fait, et le bac noir qui, lui, se réduit, ce qui est une très bonne chose. Donc, en tri, il y a une conscience chez les uns et les autres qui fonctionne bien. On a de bons résultats sur le secteur. On a de bons résultats par rapport à des données bretonnes ou nationales. Alors quand je te dis ça, tu me dis, tiens, mais tu ne réponds pas à ma question. Effectivement, l'évolution dans cette gestion des ordures ménagères amène à différents systèmes et j'espère qu'il y a une seconde vie pour les bacs. Y a-t-il une seconde vie pour les bacs? Oui, il y a une seconde vie, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que tu as des bacs qui sont globalement en bon état. Et j'imagine pas un instant qu'ils finissent dans un incinérateur. Hein. Ou alors, il faudra longer les murs ce jour-là. Oui. Oui. En fait, les bacs, on ne changera pas forcément tous les bacs, Yannick. Hein. Par contre, ce qui avait été dit, c'est vrai que comme l'usage, Marc l'a dit, l'usage des bacs jaunes, ben voilà, on a tendance à les remplir de plus en plus. On pourra, en fonction des familles, demander des conteneurs plus importants. Et puis après, voilà, les autres sont réutilisés, mais il n'y a pas de notion de supprimer les conteneurs actuels, quoi. Parce que de toute façon, il y aura les biodéchets, donc il y aura logiquement moins de déchets aussi dans nos bacs noirs, enfin ou verts, enfin voilà, enfin le couvercle vert, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on s'y perd à la fin. Mais non, mais ça dépend les secteurs, ça dépend les secteurs de l'agglo où il y aura des gestions bien évidemment différentes. Mais ça dépend où tu habites. Tu vas peut-être garder tes 2 bacs. Peut-être seras-tu amené à demander un bac jaune d'un volume plus important. Le bac noir, tu le conserveras, mais c'est les services qui passeront moins régulièrement le collecter, quoi. Voilà. Il y a aussi des achats de bacs. Il y a des achats de bacs, mais ce n'est pas systématique. Ce que j'ai compris en commission, si je me trompe, dites-le moi, c'est qu'on évoque la taxe incitative à terme, peut-être. Non, on n'évoque rien du tout à terme. C'est parlé, en tous les cas, c'est quand même parlé comme une possibilité. Et quand je liais, je ne sais pas s'il fallait lier à ça, mais ça veut dire que dans cette hypothèse seulement, mais les bacs collectifs seraient amenés fatalement à disparaître.
puisque tout redeviendrait à des prises en compte individuelles du poids des déchets, quoi. Alors, je me trompe sur le système, pas le système, taxe ou redevance, je tiens à rassurer tout le monde, hein, si le sujet mérite d'être discuté, on a convenu de réactualiser une étude qui date, Michel était là avant moi, il me le dira, une étude qui a quelques années, et 2013 ? Bon, une étude qui a quelques années où ce sujet était venu en discussion dans cette même salle. À la lecture de l'évolution actuelle de cette gestion, de cette collecte de déchets, il nous a semblé intéressant qu'il était bien de réactualiser, voir s'il fallait, enfin, partir sur un principe de réactualisation de cette étude et de voir un petit peu financièrement ce qu'un système de taxation ou un autre système donnerait. On en est là, et quand je dis on en est là, c'est ce qu'on a évoqué lors de la dernière commission, sans que des premières données d'ailleurs ne soient indiquées. Le bureau d'études travaille là-dessus. Et on a convenu de laisser le temps à ce bureau-là d'y travailler, et on y reviendra, et puis on verra après si on remet bien évidemment le sujet en discussion. Je pose la question différemment, mais les nouveaux achats de bacs, ce n'est pas pour remplacer des collectifs par des individuels. Je ne comprends pas trop ta question. En fait, il y a des gestions différentes selon les secteurs. Il y a des bacs collectifs qui s'imposent sur certains sites. Il y a des individuels dans d'autres. Il y a des colonnes dans encore d'autres secteurs. Selon les choix qui seront faits, il y aura une évolution qui dit... je n'ai pas envie d'aller trop loin là-dessus à partir du moment où c'est une amorce. Tu as raison, Marc. Et puis là, je le rappelle, on est sur la mise en place du tri à la source des biodéchets. Donc, restons sur ce sujet qui est déjà très important. Sujet intéressant. Vraiment sur le tri des biodéchets. Voilà, donc s'il y a d'autres interventions par rapport aux biodéchets, Julie Dupuis. Oui, voilà, effectivement, l'obligation réglementaire, elle arrive rapidement. Donc, le calendrier est assez serré pour la mise en œuvre et pour les investissements afférents au traitement des biodéchets. Mais voilà, c'est une bonne chose de le mettre en œuvre. Par contre, c'est vrai que ça va nécessiter une rapidité, une accélération du calendrier, comme le disait M. Pagnard, et tout l'équilibre pour que ça réussisse, pour amener le plus grand nombre de personnes à adhérer à cette démarche et à y participer, parce qu'on est vraiment sur des enjeux environnementaux très importants par rapport au tonnage des déchets qu'on accumule, qu'on brûle, qu'on ne peut plus enfouir, qu'on doit absolument prendre en charge, et il y a une forme de responsabilité collective sur ce point. Il est effectivement nécessaire de communiquer, de concerter en amont avant de baisser le nombre de collectes, c'est-à-dire que c'est dès le début et même en amont de la mise en œuvre du tri à la source, enfin, du compostage, qu'il va nous falloir être vigilants pour embarquer le plus grand nombre d'habitantes et d'habitants. Le risque étant de laisser de côté des personnes éloignées de ces enjeux-là pour des raisons diverses et variées. Et donc, il va nous falloir être agile en la matière afin que ce projet soit une réussite collective. Mais on en a parlé en commission, mais c'est vrai que ça va... Voilà, il va falloir aller rapidement tout en prenant le temps, parce que c'est vrai que sur les questions des déchets, on peut avoir
qui est un service essentiel, pour le coup, il peut y avoir rapidement des crispations, des craintes, des a priori, des fantasmes, voilà, dont on a entendu tous parler, voilà, qui ne sont pas totalement déconnectés de la réalité, certains, mais voilà, c'est important de le dire et de le redire. Si on n'emploie pas les mêmes mots, le diagnostic est partagé. Oui, en termes de moyens humains, effectivement, il y aura quelque chose à imaginer et peut-être à densifier et à consolider pour que cela soit possible. En tout cas, c'est notre volonté. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et je crois que Claude voulait intervenir. Claude Cochet. Pas les... D'accord. Bon, ce sera donc pour une prochaine fois. Merci, Claude. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote pour la mise en place donc, du plan d'action. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Merci, Marc. Et Marc continue sur justement la poursuite du Conseil en énergie partagée. Oui, qui est derrière ça, il y a le renouvellement d'une convention. Hein. Donc, le Conseil en énergie partagée est un service d'accompagnement des petites collectivités en matière d'amélioration énergétique de leur patrimoine dans une perspective d'économie et de lutte contre le changement climatique. Donc, en Cornouailles, ces services est porté par le SDEF. L'adhésion au CEP, étude des actions structurantes du plan d'action Citergie, qui a été mise en place par CCA en 2019 et pour lequel l'agglomération a obtenu le label Cap Citergie en janvier 2020. C'est également une action du PCAET. La convention signée avec le SDEF en 2019 a pris fin donc en décembre 2021. Alors, au niveau bilan, la réalisation d'un bilan des consommations d'énergie du patrimoine de l'agglomération, en fait, bâtiments, équipements et véhicules, a permis d'alimenter les travaux d'élaboration du PCAET et de définir des actions d'amélioration. Le Conseil est aussi force de proposition pour les projets de construction, de rénovation. Vous en aviez le détail dans l'annexe. Pour 2022-2024, le projet de convention reprend les missions habituelles du CEP, composé des missions obligatoires, en soit les bilans énergétiques de la collectivité, sensibilisation des élus et des services, ainsi que des missions à définir chaque année. Donc, vous en avez aussi le détail. CCA bénéficie de ces missions en contrepartie du cofinancement de l'adhésion de ces communes au service du CEP, le coût pour CCA. Donc, reste identique et s'établit à hauteur de 20 centimes par habitant. Donc, cette commune constitue les bases de l'adhésion actuelle, soit une adhésion d'un montant de 5 812 €. Donc, considérant les avis favorables de la commission ALEC, réunie le 6 avril 2022, et du bureau communautaire, réuni, lui, le 3 mai dernier, le Conseil est invité à approuver l'adhésion de CCA au service du Conseil en énergie partagée et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette affaire. Merci Marc. Des interventions sur le CEP, Elisabeth Janvier. Juste une question rapide. C'est une démarche très intéressante qui concerne les bâtiments de CCA. Nous voulions savoir s'il y avait d'autres communes pour les bâtiments communaux qui s'engageaient dans cette démarche aussi. En fait, il y a 7 communes. Vous avez le nom des 7 communes qui font appel au service dans la note, dans la pièce jointe. Il y a 2 communes qui ne sont pas adhérentes. Alors, je répondrai pour une, mais pas pour l'autre. Je crois que Pont-Aven n'y adhère pas. Si. Alors, il y a une commune en tout cas. Si, ça n'apparaît pas. C'est scandaleux. Et si Concarneau n'apparaissait pas, c'est que les services étaient en relation directe avec le SDEF. Voilà. Donc, c'était. Alors, est-ce que ça doit être corrigé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, historiquement, c'est la raison. Et c'est scandaleux que Pont-Aven n'apparaisse pas dans le document. Je n'ai pas compris votre réponse. Ça veut dire que
ça va au-delà des bâtiments de CCA, c'est aussi pour les bâtiments communaux? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, si les communes qui sont adhérentes peuvent faire appel à ce service, bien évidemment. Et on travaille avec eux pour justement faire évaluer l'impact dans nos écoles, dans les halles de sport. Enfin, voilà, et donc, en tout cas, voilà, en ce qui concerne la commune de Tréguin. Et donc, on travaille et ils étudient différents bâtiments sur l'année. Alors, ça va se faire sur Concarneau aussi, parce que c'est la première fois qu'on en entend parler. Non, je viens d'y répondre, Mme Janvier. Historiquement, Concarneau n'était pas adhérent. Les services étaient en contact direct avec le STEF. Souhaitez-vous que ça reste ainsi? Ce ne serait pas utile de profiter également de ce service? Mais il sera intéressant, enfin, c'est plus qu'intéressant. En fait, j'ai aussi remarqué, lors de cette fin de convention, que Concarneau n'était pas adhérente. Alors, est-ce que le travail, en passant directement auprès du SDEF, est fait? Je vais m'y intéresser, bien évidemment, pour voir si ce ne serait pas la bonne formule qu'on y adhère dans un souci de cohérence, et d'efficacité. S'il vous plaît. Il y a Thierry d'abord, le corps qui souhaitait prendre la parole, et ensuite Guy Pagnard. Merci. Oui, juste pour une précision, en fait, c'est pour adhérer au SDEF, c'est pour reverser la taxe communale de consommation d'énergie. À la taxe communale, on ne la reverse pas. Systématiquement, nous, à Concarneau, on traite en direct, vu l'importance de cette taxe qui serait à verser tous les ans au SDEF. Voilà, il y a deux solutions, et c'est ce que nous avons vu dernièrement au conseil municipal sur les effacements de réseau. Concarneau préfère payer la totalité de la prestation au SDEF, et contrairement aux communes qui reversent cette taxe communale sur l'électricité au SDEF, auquel cas le SDEF participe au financement des travaux. Merci Thierry. Alors Guy Pagnard et ensuite Elisabeth Janvier. On respecte la demande de prise de parole. Guy. Pardon, c'est un téléphone qui sonne à côté. C'était juste pour dire qu'à l'époque du CEP, dans le renouvellement précédent, de toute façon, les villes de plus de 10 000 habitants ne pouvaient pas adhérer au CEP. C'était réservé aux communes de moins de 10 000. Donc, c'est pour la raison pour laquelle Concarneau a peut-être fait des choses, mais en tout cas en dehors du CEP. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais la raison principale, c'était celle-là, en fait. Merci Guy. Elisabeth Janvier. Non, mais j'ai l'explication. Parfait, merci. Bon, allez, on passe au vote sur la poursuite du Conseil en énergie partagée. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci. On enchaîne toujours avec Marc sur la signature du marché de gestion de services de fourrière animale, un service important destination de nos communes. Ouais. Alors, la consultation, ce service concerne la gestion du service de fourrière animale et des prestations relatives à la fois à la capture d'animaux errants, dangereux, sains ou blessés sur le territoire de l'agglomération, à leur transport et leur dépôt dans des locaux adaptés ou loués ou appartenant aux prestataires, et à leur hébergement et leur restitution au propriétaire, quand du moins le propriétaire est retrouvé, ou leur cession, dans le cas contraire, à des associations de protection animale. Mais il peut arriver aussi qu'on en arrive à l'euthanasie. Enfin, ce marché concerne aussi le ramassage de cadavres d'animaux sur la voie publique et leur élimination. Alors, vous avez, on était en renouvellement de marché, là aussi. Vous avez le détail de la procédure d'appel d'offres. En fait, une seule entreprise a répondu, la SACPA, qui a donc répondu dans les délais. Et la SACPA est l'entreprise avec laquelle on était déjà en contrat depuis plusieurs années.
Alors, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 28 avril dernier et a donc décidé, sachant qu'il n'y avait qu'une entreprise, d'attribuer la SACPA, de lui attribuer ce marché. Le montant annuel des prestations est de 50 336 € hors taxe. C'est un marché qui est établi pour une durée de 4 ans. Et si je dois préciser quelque chose, c'est que cette société donne, elle intervient déjà donc sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, et elle donne entière satisfaction. D'ailleurs, de mémoire, la prestation a légèrement diminué de 3 000 € par an par rapport comparé au marché précédent. Donc, suite à l'attribution de ce marché et à l'avis favorable du bureau communautaire en date du 3 mai dernier, le conseil communautaire est invité à autoriser le président à signer ce marché et à le notifier à la SACPA. Et donc, il vous est demandé aussi d'autoriser le président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Marc. Des interventions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Gérard, donc merci Marc. Gérard Martin, maintenant va nous parler du forfait mobilité durable. La loi d'orientation des mobilités vise la transformation des comportements en matière de déplacement afin de limiter leur impact sur le climat. Elle offre à ce titre un panel de solutions régulatrices ou incitatives, dont l'instauration d'un forfait mobilité facultatif, versé aux salariés se déplaçant en vélo ou en covoiturage, exonéré de charges sociales et fiscales, fongible avec la participation de l'employeur au transport en commun. Le projet territoire de CCA entend favoriser le report modal vers les modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. Pour atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques, le PCAET vise à favoriser les mobilités douces du quotidien et développer le covoiturage. À ce jour, conformément à l'obligation de l'article L. 3261-1 du Code du travail, CCA prend déjà en charge la moitié du coût des abonnements au transport collectif souscrits par les agents pour leur déplacement entre le domicile et le travail. Il est proposé d'étendre la démarche de CCA en instaurant un forfait mobilité durable pour les agents de CCA, le coût de la mesure étant estimé autour de 7 300 €. Ce montant pourrait toutefois varier sensiblement en cas de succès et de l'incitation, c'est ce qu'on espère. Les modalités d'instauration de ce forfait s'appuient sur un décret de 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilité durable dans la fonction publique territoriale, qui renvoie pour l'essentiel au décret 2020-543 du 9 mai 2020 applicable pour la fonction publique de l'État et à son arrêté ministériel d'application du même jour. Les modalités. Pour la fonction publique, il est de 200 € par an et proratisé pour l'année 2022 selon la date de mise en place. C'est l'arrêté du 9 mai 2020. Le versement à terme échu de l'année écoulée sur la base d'une déclaration sur l'honneur du demandeur à laquelle l'agent s'engage sur la véracité des renseignements transmis. Ce forfait est purement déclaratif, mais les contrôles pourront toutefois être effectués, la collectivité pouvant elle-même faire l'objet de contrôles, voire proposition de déclaration si après. Bénéficiaires, les agents titulaires et les contractuels de droit public sur l'emploi permanent. Les modes de déplacement pour la fonction publique, seul l'usage du vélo, y compris avec assistance électrique et du covoiturage en tant que conducteur ou passagers sont actuellement éligibles au dispositif. Non cumulatif avec la participation de l'employeur au financement des transports publics, cette dernière étant comprise dans le forfait. Le trajet concerné, bien sûr, domicile-travail. Le nombre de jours, l'agent doit avoir recours au moins 100 jours par an, proratisé en fonction du temps de travail à l'un de ces modes alternatifs à la voiture qui peuvent être cumulés avec le recours du transport en commun. Distance minimum 800 mètres entre le domicile et le travail, compris de la porte à porte. En deçà de forfait n'aurait rien d'incitatif au regard des usages potentiels existants, alors que c'est précisément son objet. Enfin, ce dispositif expérimental fera l'objet d'un rapport annuel et au terme des 3 années de mise en œuvre, il sera décidé ou pas de le maintenir.
Considérant les avis favorables du moyen généraux du 3 mars 2022 et du comité technique du 1er avril 2022, le bureau communautaire du 3 mai 2022, le conseil communautaire est invité à la mise en place de ce forfait durable à titre expérimental pour 3 ans et le versement de ce forfait aux agents remplissant les conditions. Et bien sûr, le président a signé tout document nécessaire au financement et à la bonne mise en marche de ces actions. Merci Gérard. Tes questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Christian va nous parler maintenant du désherbage avec l'autorisation de déclassement de documents du fonds documentaire du réseau des médiathèques. Christian Detel. Donc, juste après un des articles sur les déchets, donc on va parler de désherbage, là, mais un désherbage abstrait, un désherbage textuel. Thomas, spécialiste du désherbage textuel, peut-être, non? Une question qui t'intéresse? À un moment donné, dans ta bibliothèque, peut-être tu fais du désherbage aussi? Ça arrive à chaque printemps. Ouais. Alors, comme vous le savez, pour les bibliothèques, avant d'arriver au désherbage, il faut définir un peu ce qu'on va mettre à désherber. Et il y a des documents très rares, parfois un peu précieux dans les bibliothèques, et qui appartiennent au domaine public. Et comme le dit le texte, là, sur le Code général de la propriété des personnes publiques, en 2006, on spécifie bien que ces domaines, enfin, en tous les cas, ces objets sont inaliénables. Et donc, pour pouvoir être non pas désherbés, mais retirés des bibliothèques ou vendus ou cédés, eh bien, il faut passer par une procédure comme les bâtiments, de déclassement, de désaffectation. Par contre, quand les documents sont beaucoup moins rares ou précieux, eh bien, on peut aller jusqu'à un désherbage. Alors, le désherbage consiste à classer dans les bibliothèques les documents anciens, peut-être abîmés, déchirés, tachés par le chocolat des enfants de 16 heures, du goûter. Et donc, à un moment donné, ces documents doivent être... on peut les céder, on peut les vendre, on peut même les mettre à disposition d'associations. Et pour cela, eh bien, il faut d'abord les classer. Évidemment, les classer, repérer leur état physique, pouvoir dire si la qualité de leur contenu permet d'être cédé, non pas confidentiel, ou versé aux archives départementales, et puis voir si, à la place de ces documents, il y en a d'autres qui peuvent les remplacer. Donc ça, c'est un travail des bibliothécaires qui font chaque année pour éviter que les rayons soient encombrés, trop lourds, cédant à la pression. Et donc, il faut pouvoir donc mettre en place ce désherbage. Alors, dans le cadre d'un programme de désherbage, il est proposé donc aux agents des bibliothèques de les supprimer de la base bibliographique ou informatique des bibliothèques, et puis la suppression de toute marque de propriété, évidemment, de la collectivité auquel ils appartiennent. Hein, donc, les tampons, les choses comme ça, il faut les cacher de manière à pouvoir les traiter. Donc, Concarneau Cornouailles Agglomération donnerait son accord pour que ces documents soient, selon leur état, vendus, voire au tarif, à une grille tarifaire qui pourrait être votée, soit dans les locaux des médiathèques, soit lors de manifestations locales ou d'événements particuliers, les kermesses et autres. Les sommes récoltées pourront être réaffectées au budget d'acquisition des ouvrages de bibliothèques, cédées à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourront en avoir besoin, enfin détruits ou recyclés. Donc, il y a une liste des documents déclassés qui est faite chaque année. Considérant les avis favorables de la Commission Culture, Communication Multimédia du 7 avril, du Bureau communautaire du 3 mai, du Conseil communautaire est invité à autoriser le déclassement des documents du fonds documentaire du réseau des médiathèques, valider la démarche présentée ci-avant et autoriser le président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Christian. Est-ce que vous avez des remarques? Ah non, je crois qu'Yannick levait la... Non, d'accord. Bon, alors, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. On passe maintenant à l'utilisation des services facultatifs du Centre de gestion du Finistère dans le cadre d'une convention cadre d'accès et d'utilisation des services facultatifs.
Et donc, c'est Sonia Marais qui nous présente cette délibération. Merci. Donc, 2 délibérations qui concernent le RGPD, la protection des données. Donc, il est confié au centre de gestion des missions obligatoires et des missions facultatives au centre de gestion. Donc, les missions facultatives sont mises en œuvre sur décision de leur conseil d'administration. Elles contribuent à développer un service public de qualité. Donc, nous avons besoin de signer une convention cadre auprès du CDG 29 pour nous permettre de délibérer sur le principe d'une adhésion aux missions facultatives du CDG, puis solliciter de manière rapide une des prestations. Donc, c'est un dispositif, cette signature de convention, qui nous permet d'éviter de recourir systématiquement à une délibération du conseil communautaire à chaque recours à une prestation. Donc, pour assurer ces missions facultatives, le CDG mobilise des moyens nécessaires, met en œuvre des pratiques professionnelles conformes aux usages. Donc, la mise en œuvre également d'une démarche d'amélioration permanente de la qualité du service rendu. Donc, l'approbation de cette convention cadre est rendue nécessaire par le projet d'adhésion de CCA à la mission facultative concernant l'accompagnement de la mise en œuvre du RGPD, que nous allons voir au point suivant. Donc, vous avez en annexe G la convention cadre mission facultative CDG 29, considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 26 avril 2022 et du bureau communautaire du 3 mai. Nous sommes invités à autoriser Monsieur le Président à signer la convention et autoriser le Président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Sonia. Des interventions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Sonia va continuer. Là maintenant, on va aborder l'organisation de la mission RGPD, l'adhésion donc à la cellule de protection de données du centre de gestion, donc le règlement général sur la protection des données. Voilà, donc pour la mise en place et l'organisation de la mission, qui est rendue obligatoire par la nomination d'un délégué à la protection des données, donc par l'article 37, au sein de chaque autorité publique. Donc, cette mission était assurée auparavant par un agent dans le cadre du service commun des systèmes informatiques pour CCA. Ses communes membres et leur Valcor et leur CCAS et le Valcor. Cette personne est partie en retraite, donc cette mission a été confiée à un nouvel agent d'un autre service, le service gestionnaire juriste commande publique. Donc, dans ce cadre, une convention de prestation de services à titre gratuit a été signée en 2020 entre CCA et chacune des entités. Elle prévoit que CCA assure une prestation de délégation de protection des données mutualisées ainsi qu'un accompagnement pour l'élaboration du registre des traitements dans la limite du temps de l'agent dédié. Donc, cette organisation ne nous permet pas d'assurer une mise en conformité au RGPD rapide de l'ensemble des collectivités. Nous avons besoin de renforts, donc c'est pour ça que nous faisons appel à cette mission facultative au centre de gestion. Donc, l'agent de CCA resterait délégué à la protection des données mutualisées et le CDG 29 interviendrait en appui. Une réunion d'information a eu lieu le 23 février auprès des DGS des différentes communes en présence du centre de gestion. Les maires ont reçu un courrier et puis ont validé auprès de leur conseil communautaire. Donc, la dernière commune, c'est Tréguin, le 3 mai dernier, qui a délibéré au sein du conseil. Il est précisé que l'adhésion permet aux communes de bénéficier d'une remise de 25% sur le montant de la cotisation annuelle. Vous avez ci-dessous le tarif pour l'année 2022. Alors, ce sont des tarifs qui ont été fixés, délibérés par une délibération du centre de gestion, oui, par leur conseil d'administration. Les tarifs sont en fait, il y a des strates par commune. Donc, une application d'une remise de 25%. Ce projet d'organisation implique la signature de la convention cadre relative aux missions facultatives, la signature d'une convention propre à l'adhésion à la cellule protection des données personnelles, à la signature également d'une convention de refacturation entre CCA et ses communes membres pour assurer le remboursement de la cotisation annuelle de chaque commune. Donc, 3 annexes, la convention d'adhésion, la convention de refacturation et la présentation de l'organisation de la mission suite à la réunion du 23 février dernier.
Donc, des avis favorables en commission moyens généraux et en bureau communautaire. Nous sommes invités à approuver l'organisation proposée, signer les conventions et autoriser le président à signer tous les documents en rapport avec cette affaire. Merci Sonia. Avez-vous des remarques? Il n'y a pas de remarques. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Oui, je m'abstiens. Une abstention. Des avis contraires? Je vous remercie. Alors, on enchaîne sur le recours à l'apprentissage. Alors, nous souhaitons effectivement recourir à l'apprentissage. Et donc, il est proposé que CCA s'engage dans la formation des apprentis, d'une part, pour contribuer à la formation et à la qualification des jeunes, et d'autre part, pour se faire connaître auprès des jeunes en tant qu'employeurs, et notamment sur des secteurs d'activité où le marché de l'emploi est en tension. Donc aussi, pour entamer cette démarche, il est proposé de recourir à 2 apprentis au sein déjà de la direction eau et assainissement à compter de septembre 2022. Et bien évidemment, d'autres services pourraient être intéressés et pourraient recourir à l'apprentissage ultérieurement. Donc, il y a eu des avis favorables de la commission moyens généraux en date du 26 avril dernier, du bureau communautaire en date du 3 mai. Donc, vous êtes invité à approuver la proposition de recourir à l'apprentissage au sein de CCA, et notamment, dans un premier temps, à la direction eau et assainissement pour la période 2022-2023, sachant que si nous devons recourir à nouveau à de nouveaux apprentis, donc nous devrons présenter aussi la délibération au comité technique. Et donc, m'autoriser à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation d'apprentis. Avez-vous des questions? Remarques? S'il n'y a pas de questions, remarques, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? 15e point, donc c'est la mise en place du comité social territorial et la désignation de représentants. Donc, à compter du 1er janvier 2023, il va y avoir la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène et de sécurité au travail, donc les CT et les CHSCT. Donc, ça va devenir le comité social territorial. Nous avons donc échangé avec les organisations syndicales pour savoir si elles souhaitaient maintenir le paritarisme et le droit de vote du collège employeur. Donc, elles ont décidé effectivement de maintenir le paritarisme, de maintenir le droit de vote du collège employeur et de rester au nombre de 5 représentants titulaires et donc aussi 5 suppléants. Donc, finalement, on ne change pas la composition finalement d'aujourd'hui pour le futur comité social territorial. Donc, il y a eu des avis favorables à la commission moyens généraux en date du 26 avril, le bureau communautaire en date du 3 mai. Et donc, vous êtes invité à fixer donc à 5 le nombre de représentants titulaires et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants du collège employeur égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, de décider le maintien du droit de vote du collège employeur et de m'autoriser à signer tout document en rapport avec cette affaire. Avez-vous des questions, remarques? Oui, Michel. Il n'y a pas eu la volonté de conserver au sein de cet organisme une section dédiée à tout ce qui était sécurité au travail, comme il y avait la possibilité de le faire? Alors ici, comme on est à plus de 200 agents, c'est obligatoire. C'est obligatoire, d'accord. Mais c'est pour ça que c'est pas dans... je ne vais peut-être pas préciser, mais effectivement, c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle la F3 SCT, où il y a la santé. D'accord, c'est pour ça que ce n'est pas dans la note, parce que c'est dans la loi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, pour effectivement les collectivités de moins de 200 agents, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Ouais. Donc, en fait, ici, à CCA, finalement, on change le nom, quoi. Voilà, c'est tout. Après, finalement, ce sera exactement la même chose. D'autres remarques? Non. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Alors,
Le 6e point, donc, ça concerne les modalités de mise en œuvre et la détermination des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction. Je ne vais pas vous lire toute cette délibération. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'il y a eu le transfert de la compétence eau et assainissement en 2018, CCA a récupéré le logement du Brunec. Auparavant, le logement était mis à disposition à titre gratuit à un agent du service, puisqu'il y avait une nécessité absolue. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le développement des outils, on a la télésurveillance, et donc on n'a plus non plus l'utilité d'avoir un agent en permanence finalement sur place pour notamment les astreintes. Et donc les modalités d'attribution du logement ne sont plus adéquate avec le contexte actuel. Donc, il a été discuté en commission et il vous est proposé donc, dorénavant de réserver malgré tout ce logement donc, à un agent qui a une fonction d'agent d'exploitation et de maintenance sur les stations eau potable donc, du secteur de Concarneau, en définissant un montant de loyer. En fait, la valeur réelle est de 830 € et donc le loyer serait de 415 €. Et donc, il y a eu des avis favorables de la commission moyens généraux du 26 avril dernier et le bureau communautaire également, en date du 3 mai. Donc, vous êtes invité à mettre en œuvre les modalités d'occupation du logement de fonction situé à la station du Brunec et de m'autoriser à signer tout document en rapport avec cette affaire. Avez-vous des questions, remarques? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci. Le 17e point. Alors là, on passe à, on va dire, 3 points qui nous sont, comment je dirais, où voilà, la trésorière souhaite absolument que l'on présente ces délibérations. Alors, le 17e point, donc, c'est le recrutement d'agents contractuels pour remplacer les agents fonctionnaires ou contractuels momentanément absents. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez parcouru la note et c'est vraiment juste pour, on va dire, pour faire en sorte que, oui, pour que les agents puissent être payés et faire en sorte que sur un plan administratif, voilà, ça rentre, on va dire, en ligne de compte pour la trésorière, quoi. Oui, c'est administratif, c'est purement administratif. Donc, vous êtes invité à m'autoriser à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 84, précité pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles, de m'autoriser à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, et de m'autoriser à signer tout document en rapport avec cette affaire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? 18e point, création d'emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire saisonnier d'activité. Bon, là, on détaille en fait les différentes fonctions au niveau des services. Là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous êtes d'accord. Voilà, donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci. Et enfin, recrutement d'agents contractuels sur un emploi non permanent pour tenir compte de l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité. S'il n'y a pas de questions, c'est pareil, voilà, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci beaucoup. Alors, maintenant, on passe à la convention de mise à disposition de sauveteurs en mer bénévoles sur leur temps de travail pour les interventions de sauvetage de conduite au titre de la SNSM. Bon, au niveau des secours, on a vraiment besoin des bénévoles pour la SNSM, des volontaires pour les sapeurs-pompiers. Ici, au niveau de la SNSM, on a un agent de CCA, donc, qui est d'ailleurs au service DSI, qui participe aux missions de sauvetage et d'assistance en tant que sauveteur embarqué bénévole, pour lesquels la station de sauvetage SNSM de Trévignon-Concarneau à Tréguin, parce que là c'est noté SNSM de Trévignon, je précise quand même, Trévignon-Concarneau à Tréguin. Les sauveteurs embarqués sont les bénévoles réguliers engagés au sein d'une station donc, de sauvetage. Alors cette convention, c'est une première avec la SNSM. C'est bien, en fait, l'objectif est de concilier la disponibilité du sauveteur embarqué bénévole et l'activité et les nécessités du service concerné.
Voilà, et donc ça organise très précisément les conditions d'absence pour mission opérationnelle et comprendrait essentiellement les dispositions que je ne veux pas forcément citer, vous les avez dans la délibération. En tout cas, ça nous permet effectivement de valoriser la contribution de CCA à l'effort de sécurité civile et son implication aux côtés de nos précieux sauveteurs bénévoles de la SNSM et de disposer d'un agent dont l'expérience peut s'avérer précieuse sur son lieu de travail. Alors, au bord de l'eau, voilà. Ça s'avérer précieuse sur ce lieu de travail, tant en termes de secours aux personnes que de conseils dans les gestes et les premiers soins. Voilà, donc ça, c'est la première délibération au niveau de la SNSM. C'est une première. Donc, ensuite, on va voir la convention au niveau du SDIS. Là, c'est un renouvellement, mais voilà, je trouve que c'est aussi une très bonne chose que d'accompagner la SNSM et de faire en sorte que nos agents puissent aussi, aussi s'épanouir dans le domaine de la sécurité et leur laisser vraiment du temps pour secourir voilà, les personnes ou les bateaux. Voilà. Avez-vous des questions, remarques? Non. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci. Et donc là, ensuite, on enchaîne sur la convention de disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail pour des missions opérationnelles et de formation. Bon, là, on est bien sur un renouvellement. On a actuellement ici 3 agents de niveau de CCA qui sont concernés. Et donc, voilà, je vous demande également de bien vouloir approuver ce renouvellement de convention avec le SDIS. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci beaucoup. Et donc maintenant, je laisse à nouveau la parole à Sonia Marek pour la constatation des suramortissements de biens. Merci. Sonia. Alors oui, bon, là c'est du formalisme en fait. Il s'agit donc d'une mise en conformité de l'inventaire comptable en vue donc du passage à la nomenclature M57 en 2023. Donc, la direction des affaires financières a entrepris un travail de vérification de l'inventaire comptable. Il a été mis en évidence donc à la suite de ces contrôles des suramortissements de biens sur plusieurs budgets, actuellement en nomenclature M14. Donc, dans le cas d'amortissement pratiqué à tort sur des exercices antérieurs, il convient de débiter les comptes 28 et correspondant aux amortissements passés en créditant le compte 1068 par opération d'ordre non budgétaire. Voilà, tout simplement une régularisation qui ne donne pas lieu à l'émission de mandats ou de titres. Donc, vous avez un tableau récapitulatif des montants constatés et qui seront donc en opération. Une liste détaillée des immobilisations en annexe, en annexe I. L, ouais, alors c'est... Ah oui, L, ici, je vois mieux sur l'ordi, OK. Donc, considérant les avis favorables de la commission moyens généraux et du bureau communautaire, nous sommes invités à valider la constatation des suramortissements ci annexés et autoriser le président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Sonia. Il n'y a pas de questions. Donc, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci Sonia. On enchaîne sur la révision de la répartition des enveloppes individuelles des fonds de concours 2022. Voilà, donc les fonds de concours, donc nous devons valider les montants 2022. Donc, bon, c'est du formalisme puisque là, il n'y a pas de vote d'enveloppe. Alors, nous avons dans la délibération le rappel des 4 enveloppes de fonds de concours sur le budget principal. Donc, je ne vais pas les relire parce qu'on les revoit à chaque fois. Donc, et puis surtout, nous avons le tableau récapitulatif avec les fonds de concours par commune, le total 2022 sur la 2e colonne et sur l'avant-dernière colonne, le total 2021. La variation entre ces 2 années, une très faible variation donc sur ces montants-là. Donc, pas de commentaires particuliers. Une annexe M1 sur les données issues des fiches individuelles DGF par commune, les fiches 2021. Et puis en annexe M2, le règlement financier des fonds de concours
Donc, je rappelle que le travail sur le pacte financier et fiscal est en cours. Il y a donc des devis. Nous avons reçu des devis pour arbitrer sur l'organisme qui va nous accompagner sur ce travail. Donc, il y a une rédaction de la synthèse qui est faite là par le service finance. Et puis des rendez-vous à caler, donc avec des modifications de date pour l'instant parce que le mois de juin est très chargé. Mais voilà, on aura une date de réunion pour un travail sur le service mutualisation et puis une date pour le pacte financier et fiscal donc, qui vous seront confirmés bientôt. Ce sera fin juin. Donc, nous devons valider les montants en fonds de concours 2022 et puis autoriser le président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Sonia. Avez-vous des questions, remarques? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Pourtant, j'ai pris mon temps. Hein. J'ai baissé la tête. Enfin, sois pas surpris, nous on vote contre et on votera contre jusqu'à la fin du mandat les fonds de concours. C'est en toute logique par rapport à ce qu'on avait dit en début de mandature. On était favorable à la suppression des fonds de concours compte tenu de la situation financière de CCA et des nombreux projets que CCA a apportés. Donc dans cette logique, on continuera à voter contre. Bon, mais il y a le travail quand même aussi sur le pacte financier et fiscal, donc il faudra bien évidemment y participer. Oui. Bien sûr. Que, voilà, là, on reverra aussi l'ensemble des éléments, quoi. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, les abstentions, 2 abstentions. Non, 2 votes contre. 2 votes contre, pardon. Donc, les abstentions, c'était déjà passé. Excusez-moi. Bon, c'est noté. Et donc là, maintenant, Sonia va continuer maintenant sur le tarif des piscines. Je commençais à nager, là, donc voilà, maintenant, on va passer au tarif des piscines. Tu vas plonger. Donc, les tarifs de piscine, une très courte délibération puisque je vous propose de reconduire la grille tarifaire 2021-2022 pour la période 2022-2023. Donc, pas d'augmentation de tarifs, pas de changement. Et donc, des avis favorables en commission moyens généraux et en bureau communautaire pour valider ces tarifs qui s'appliqueront à partir du 1er septembre 2022. Et nous invitons également le président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Sonia. Des questions? C'est un peu dissipé là, les Trigunois là. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Et là maintenant, on va aborder la création d'une commission de contrôle financier. Sonia. Voilà, donc nous devons, conformément au CGCT, donc au Code général des collectivités territoriales, prévoir l'instauration d'une commission de contrôle financier sur les entreprises dont l'EPCI doit examiner les comptes. Le contrôle de cette commission s'étend sur toute relation contractuelle remplissant les conditions cumulatives suivantes, donc les contrats portant sur la gestion d'un service public, les contrats comportant des règlements de comptes périodiques et les contrats conclus avec une entité qui exerce une activité économique. Donc, la CCF doit également contrôler les comptes des organismes HLM dès lors qu'ils bénéficient de garanties d'emprunt. Ces critères sont tels que plusieurs organismes doivent être contrôlés par CCA, tous les délégataires de services publics, mais également de nombreuses entreprises titulaires d'un marché public, comme le tri sélectif, la fourrière animale, le transport scolaire ou des organismes tels que les organismes HLM et certaines associations à but lucratif. Donc, la composition de cette commission est librement déterminée par le Conseil communautaire, étant précisé qu'elle n'est pas forcément composée uniquement d'élus. La seule règle à respecter est l'impartialité de ses membres vis-à-vis des entreprises contrôlées. Cette commission doit produire un rapport annuel sur les entreprises contrôlées et doit être annexée au compte de la collectivité. Donc, nous avons des avis favorables de la commission moyens généraux, du bureau communautaire et nous sommes invités à créer cette commission de contrôle financier sur le périmètre de l'actuelle commission des moyens généraux de CCA, donc la même composition, étant précisé que la commission pourra déléguer à une partie de ses membres la charge de contrôle sur place des entreprises concernées.
Déléguer aussi un prestataire, à un prestataire le soin de contrôler les comptes de ses délégataires et la bonne mise en œuvre des contrats passés avec CCA, et autoriser Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire. Merci Sonia. Je crois qu'il y a une question à ma gauche. Juste, on a un peu une idée du coût de cette prestation ou pas du tout? Non, pour l'instant, voilà, nous sommes juste à la première étape de la constitution de la commission. Et après, on va voir avec les services comment on va appliquer ces contrôles, quelle entreprise, quel organisme, quel contrat, comment. Et c'est l'État qui nous oblige à ça, quoi. Enfin, c'est la loi, quoi. C'est la loi qui nous oblige à le faire, ouais. D'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci. Alors maintenant, Sonia, c'est l'acquisition de terrain pour la construction de la salle des sports communautaire de Rospordin. C'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Donc, nous devons formaliser en fait la cession de terrain, le terrain d'assises de construction de la salle omnisport communautaire, donc est cadastré AE72 sur une parcelle dont la commune de Rospordin est propriétaire. Donc, vu la déclaration d'intérêt communautaire de la construction de la salle omnisport par le Conseil du communautaire le 5 avril 2018, nous devons donc régulariser en fait cette situation et approuver en tous les cas l'acquisition de la parcelle par CCA et à titre gracieux dans les conditions susmentionnées. Des avis favorables de la commission moyens généraux et du bureau communautaire. Merci. C'est bon. Sonia? Oui, non, c'est tout. Il n'y a pas d'annexe. Non, il n'y a pas d'annexe. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Et donc ensuite, vous avez les décisions prises par le président en vertu de ces délégations. Et Nathalie, c'est vrai que par rapport à votre première question, donc ça paraît bien dans les délibérations du bureau communautaire du 3 mai, hein, avec le recalibrage de postes. Voilà, écoutez, merci. Content de vous avoir vu aussi ce soir, revu. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de masque et d'être présent, ça fait du bien. Peut-être un petit peu dissipé, peut-être par moment, mais c'est le fait aussi de se retrouver et d'enlever le masque. Bon, et surtout, dimanche prochain, samedi, à Quérondon, à partir de 9h, le parcours du cœur. Et donc, voilà, une petite marche, une petite course à pied, ça ne fera pas de mal. Et il y a un village chanté. Voilà, allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonne soirée.